Voilà, c'est toujours la musique un peu impressionnante du démarrage de la matinée et des conférences. Bienvenue à vous tous pour cette première conférence du matin, dédiée alors à un sujet qui souvent s'oppose. Et là, on va faire en sorte de ne pas l'opposer, mais plutôt d'afficher les complémentarités de la low-tech à la smart city ou de la smart city à la low-tech, ou les deux en même temps. On verra comment on peut arbitrer ces deux concepts évidemment incontournables aujourd'hui, ou incontournables en tout cas, c'est ce qu'on verra. Avec nous dans la salle qui va apparaître sur nos écrans, Camille Besse ce matin, dessinatrice de presse, qui va nous apporter son regard aiguisé sur ces sujets-là. Donc merci d'avance Camille, et merci aussi à la régie de laisser ces dessins suffisamment longtemps pour que l'on puisse, alors moi, les voir dans les retours et vous en profiter aussi dans la salle. Il y a également un numéro de téléphone qui est à votre disposition, un SMS tout simple pour interagir avec moi. Donc n'hésitez pas à m'interpeller s'il y a un sujet qui n'est pas clair, si vous voulez que j'insiste sur un point en particulier. Et si Mathilde est là dans la salle, s'il y a des micros à faire passer, tu pourras t'en charger aussi. Si on a un peu le temps, je vous passerai aussi les micros dans la salle. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et voilà, nous accueillons les derniers participants de cette conférence. Donc venez vous installer tout là-haut. Mais la chaleur monte, vous savez, vous feriez mieux de venir en bas. C'est fait bon vers nous. Alors, pour cette table ronde, nous sommes avec Philippe Daguzan, directeur R&D et Innovation chez Enedis. Merci d'être avec nous. À mes côtés, Kevin, ça y est, j'ai déjà oublié, Losley. Pardon, pourtant je me suis Losley, cofondateur et coordinateur Low-Tech Lab de Grenoble. François Sarampillot, vice-président Métropole Connectée, Innovation Numérique à Dijon Métropole. Également sur ce panel, Charlotte Picard, directrice adjointe Recherche et Innovation à la ville de Rosny-sous-Bois. Donc l'idée, après premier élément de définition pour savoir bien de quoi on parle, essayer de définir les concepts, en tout cas de la low-tech et de la smart city. Nous partagerons des exemples vraiment très concrets de ce que peut apporter l'un et l'autre, ou l'un et l'autre, à la ville de demain, une ville inclusive, décarbonée autant que possible, et où tout le monde a envie de vivre ensemble. Voilà, la ville, et d'ailleurs pas que la ville, les maisons en général, enfin voilà, là où nous sommes tous chacun de notre côté. Alors on va démarrer par des éléments de définition. Kevin, je suis désolée, je crois que je vais appeler Kevin pour pas me tromper, puis je vais vous appeler tous par votre prénom, ça vous va ? Voilà, comme ça au moins. Alors on va partir sur des éléments de définition. Et d'ailleurs, si dans la salle vous voulez compléter, envoyez-moi vos messages si vous voulez apporter une définition complémentaire. On va démarrer avec la low-tech. Pourquoi déjà c'est pas le contraire de la smart city ? Ce serait trop simple de dire ça comme ça. C'est quoi la low-tech ? Comment est-ce qu'on définit les contours de la low-tech aujourd'hui ? Merci. Ce qu'on qualifie de low-tech aujourd'hui, c'est plutôt une démarche qu'un un état de fait en soi. Et c'est une démarche technocritique. Ça veut dire qu'on vient questionner la technologie, on n'est pas contre la technologie ni pour forcément. À la manière d'un ou d'une critique de cinéma, c'est une personne qui donne son avis. Et on essaye d'amener les gens à se questionner là-dessus. Et la démarche low-tech, du coup, elle vient interroger la manière dont la technologie intègre nos objets, nos modes de vie, nos organisations, selon les trois critères qui sont les critères fondateurs du Low-Tech Lab: utile, accessible et durable. Utile, dans le sens où on vise à répondre à des besoins de base, l'accès à l'eau, l'énergie, l'alimentation, le confort thermique, l'habitat, etc. La pyramide de Maslow un peu améliorée. Ça se débat. Il y a plusieurs théories sociologiques justement qui ont des avantages et des inconvénients. Mais c'est le critère le plus complexe. Accessible parce qu'on vise à produire du savoir qui soit ouvert, on documente en open source, on pense que c'est un des piliers fondamentaux en termes donc de savoir, de connaissances, mais aussi de coûts. Et durable sur des critères écologiques évidemment, robustes, réparables, qui utilisent des matériaux de réemploi, des ressources renouvelables, etc. Et le principe utile, c'est effectivement le plus complexe. Une des phrases c'est un peu subjectif du coup. C'est assez subjectif, ouais, et c'est pour ça qu'on pense que il faut réussir à le définir collectivement. La phrase vers laquelle on essaye de tendre, enfin laquelle la démarche low-tech essaye de répondre, c'est essayer de définir ce qui nous suffit pour nous épanouir collectivement dans un monde contraint. Ça reprend un peu tous les principes en intégrant le fait de définir collectivement nos besoins. Ok, on reviendra sur ce qui nous arrive en ce moment, là, ce show, et comment on y répond. Dans la technique, on inclut le numérique.
Ça fait partie de Oui, bien sûr, c'est ça rentre là-dedans et il y a du numérique low-tech et du numérique moins low-tech. Il y a du numérique low-tech, très bien. Donc voilà pour voilà, les contours du low-tech. Philippe Daguzan, alors je vais vous demander de définir la Smart City ou voilà, ce que l'on entend par Smart City aujourd'hui. Est-ce que ça s'oppose là pour le coup au low-tech? Pour moi, il n'y a pas d'opposition forcément entre low-tech et Smart City, parce que la question, c'est pas de savoir s'il faut plus ou moins de technologie, mais la vraie question, c'est quelle technologie utiliser, à quel endroit on le met, et puis pour quel service rendu. Donc ça rejoint le utile, pour le coup. Exactement, exactement. Et je dirais pour Enedis, c'est une question vraiment importante, et on essaie d'être pragmatique là-dessus, parce que on exploite le réseau de distribution sur 95% du territoire français, avec des territoires très ruraux, des territoires très denses, très urbanisés. Donc forcément, les solutions, elles sont adaptées en fonction des territoires et de leurs besoins. Et donc notre responsabilité, c'est de faire fonctionner le réseau de distribution avec la bonne technologie. Je pense que pour illustrer la notion de Smart City et puis même de Smart Grid un peu au sens plus large, on peut prendre un premier exemple qui est celui du compteur communicant. Et c'est un élément important de ces smart objets. On parle de première brique, en tout cas dans le milieu de l'énergie. On disait souvent Linky, la première brique des Smart Grid, parce que ça permet de visualiser sa consommation, de comprendre ses usages. Et ça permet de changer beaucoup de choses. Le fait de comprendre sa consommation et ses usages, ça permet de commencer à être capable d'agir dessus et de piloter un certain nombre de choses. Et par exemple, pour les collectivités locales, il y a des enjeux autour de la consommation de l'éclairage public ou des bâtiments publics. Donc la sobriété, elle commence aussi parfois simplement par voir les choses et les connaître. Le deuxième point qui me semble important autour de cette notion de smart, c'est que le numérique, c'est aussi un levier pour trouver le juste dimensionnement ou le niveau d'investissement optimum. Et donc, par exemple, et pour qu'on comprenne bien, c'est quoi une image parlante pour voir bien cette précision qu'apporte le numérique? Eh ben, pour moi, en termes d'exemple, hein, on travaille sur les données, on fait de la simulation, on commence à utiliser de plus en plus d'intelligence artificielle pour trouver ce bon optimum. Et par exemple, des outils pour cibler au mieux les ouvrages à renouveler en priorité. On a des outils aussi, par exemple, pour repérer les interventions en anticipation qui ont de grandes chances d'être vaines parce qu'il manque des informations ou toutes les conditions ne sont pas bien réunies. Et donc, ça évite des déplacements de nos techniciens, ça évite du temps perdu. Et puis aussi, c'est toutes les données dont on dispose désormais sur le réseau qui nous permettent d'affiner largement nos études de dimensionnement pour le réseau. Donc, in fine, ces données, ce numérique, ça permet parfois moins de travaux et donc moins de matériaux, moins d'impact sur l'environnement. Et donc, c'est un outil de sobriété voilà. assez concret. Camille a illustré Et puis le dernier truc que j'aurais envie de signaler pour montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux approches, il y a un point qui nous apparaît extrêmement important, c'est que si on met davantage de numérique dans le système énergétique, il faut que ce numérique soit lui-même le plus sobre possible. Et donc, et ça devient encore plus nécessaire dans un contexte où l'IA se développe largement et on sait qu'elle peut être énergivore. Et donc, on travaille sur l'IA frugale. Et donc, c'est une nouvelle façon, une vraie transformation pour nos équipes de travailler, de concevoir, d'exploiter ces systèmes. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'intervenir dès la phase amont des projets, le plus en amont possible. On a formé les équipes à cette prise de conscience environnementale. Et donc, on a aussi des outils logiciels d'éco-conception qui permettent d'évaluer l'impact carbone de l'application IA. Voilà. Et donc, c'est des choses assez nouvelles qu'on met en place, mais qui nous semblent
assez fondamentale. Donc la Smart City, c'est pas forcément du tout numérique, elle est ciblée pour vous, en tout cas, le numérique, là où on en a besoin pour être efficace, réduire les coûts. C'est ça l'idée? C'est ça. Moi, je dirais le bon numérique ou le bon smart, c'est pas forcément plus de technologie, c'est juste assez de technologie pour plus d'efficacité avec le bon niveau de ressources. Merci beaucoup. Alors de votre côté, Dijon Métropole intègre déjà des approches à la fois low-tech et smart city, c'est ça, dans sa stratégie. Aujourd'hui, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Comment ça laisse Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire. Déjà à Dijon, on évite d'employer le terme smart city, on préfère métropole connectée. Parce qu'on ne connecte pas seulement des capteurs et des systèmes, on connecte aussi des personnes, les acteurs, les techniciens et les citoyens. Pour parler un peu de ce sujet, on a pris deux exemples. Le premier, c'est effectivement le poste de pilotage connecté ON-Dijon qui a été mis en service en 2019. Ce poste de pilotage, quand il a été conçu, répondait à deux objectifs. Le premier, c'était de regrouper les services, parce que les services étaient en îlots, ils étaient séparés. On faisait la gestion des feux d'un côté, la gestion de l'éclairage public de l'autre, etc. Donc aujourd'hui, les équipes sont réunies sur un même site, et ça a l'air de rien en le disant comme ça, mais ça apporte vraiment beaucoup d'efficacité. Quand un service doit passer, je prends l'exemple de la police municipale qui détecte un accident parce qu'ils ont accès aux caméras, eh bien, il leur suffit de faire quelques mètres pour prévenir les gens qui s'occupent de la télé-alerte, qui vont ensuite coordonner l'incident et, en fonction de la gravité, enclencher une procédure pour pouvoir intervenir, appeler les bonnes personnes, parce que la procédure va dérouler tous les éléments au fur et à mesure et ils auront tout de suite les bons contacts. Ils n'ont pas à chercher dans des fiches, ça se déroule vraiment facilement. Et ce poste de pilotage, en fait, le deuxième aspect, quand on l'a mis en place, ça a été de moderniser les équipements sur deux choses. Partager un outil numérique commun de manière à ce que tout le monde ait accès aux mêmes données et puisse parler de la même chose. Et en parallèle, changer l'éclairage public. C'est-à-dire qu'on a remplacé toutes les ampoules traditionnelles, mais ça, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un mouvement très général. On a remplacé cet éclairage par des LED. Mais non seulement on a mis des LED, mais en plus, on a un système qui permet de piloter l'intensité. Donc, on a un double gain. C'est-à-dire qu'au lieu de les laisser allumées ou éteintes comme c'était auparavant, on peut jouer sur l'intensité et puis varier l'éclairage. Donc aujourd'hui, ça permet de piloter vraiment en temps réel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce poste de pilotage, il est opérationnel. Il y a un peu plus de 80 personnes qui se relaient pour en assurer le fonctionnement. Et ça permet donc de piloter ces fonctions urbaines et puis d'anticiper certains événements. Exemple, le 14 juillet, on a beaucoup de déplacements, les gens qui viennent voir le feu d'artifice. Donc, on sait un petit peu comment ça se passe avec l'historique. Vous parliez d'historique des données, là c'est un petit peu la même chose. On se base sur l'existant et puis on va pouvoir prendre les mesures, réunir les bonnes personnes déjà autour dans ce poste de pilotage pour pouvoir anticiper les événements. Donc c'est une grande salle de contrôle, c'est ça Donc là, le numérique, très concrètement, vous apporte plus de sécurité, de réactivité, cible les interventions, c'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, c'est une salle où on peut réunir plusieurs personnes. Il y a un grand écran avec un système derrière, qui est un hyperviseur, qui va permettre d'activer à la fois les différentes couches et puis d'intervenir sur les éléments. Et si on doit faire intervenir la police municipale, elle est juste à côté. Et eux ont accès aux caméras, puisque les images ne sont pas publiques, bien évidemment. Et ils peuvent... Oui, ben j'espère bien quand même. Il n'y a qu'eux qui ont accès. Et ils peuvent donc compléter, en fait, les informations qui sont partagées. Ok, donc du coup, low-tech où intervient le low-tech dans cette stratégie ? À quel moment vous interrogez justement sur l'utilité, pour ne pas être dans le tout techno et dans le tout connecté ? Dans la dimension humaine. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément qui est important dans ce poste de pilotage. Il y a des outils très techniques,
Mais à côté, il y a vraiment des gens qui se parlent, qui se voient, qui échangent et qui peuvent travailler ensemble et efficacement à la résolution des problèmes. Et je pense que c'est ça l'aspect low-tech c'est un des aspects. C'est garder l'humain. Justement, c'est ce que l'on va voir. Et vous intervenez si vous voulez ajouter un point quand vous le souhaitez, bien évidemment. Parce qu'il y a le projet, il y a On Dijon, il y a Response qui peuvent illustrer, c'est ça Oui. Alors dans Response, oui, j'ai pris. Alors c'est un projet effectivement qui a été démarré en 2020. C'est un projet européen. On en a déjà beaucoup parlé. Et puis je vous invite à aller voir la maquette de ce projet qui est exposée. Et puis où les spécialistes pourront vous parler en détail de tout ce qui a été fait, de toutes les technologies mises en œuvre. Il y a plus de 60 technos qui ont été expérimentés avant d'arriver au résultat. Aujourd'hui, dans ce projet, il y a deux choses dont je voulais vous parler qui se rapprochent de la low-tech. Je vous laisserai juge. La première, ça concerne les panneaux photovoltaïques. On a installé des panneaux photovoltaïques pour générer de l'électricité. Là encore, ce n'est pas une révolution. Mais on y a ajouté aussi un stockage. Et le stockage, on le fait avec des batteries recyclées. On a fait appel à une société qui récupère des batteries de seconde vie qui ne peuvent pas être commercialisées, mais qui sont opérationnelles. Et on a donc assemblé un système de batteries qui permet de stocker de l'électricité pour pouvoir ensuite l'utiliser un peu plus tard. Et puis, effectivement, quand on a un système qui produit beaucoup d'énergie, quand on a des consommations qui sont variables, parce que ce projet, il a été développé dans un quartier avec des immeubles des années 70, donc ce n'est pas quelque chose de récent. On a vraiment essayé de faire sur de l'existant, de manière à ce que la démonstration qu'on a faite puisse être ensuite répliquée plus largement. Et donc, quand on met en œuvre ces systèmes-là, on a besoin de les gérer, de les optimiser. Et EDF a installé un système qui est assez sophistiqué, qui s'appelle un Energy Management System, EMS. Encore une tour de contrôle, c'est ça? Oui, mais ça, c'est un poste de pilotage aussi? qui n'est pas obligatoire. Ouais. Okay. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle amène un plus, elle vient optimiser, mais elle n'est pas indispensable. Et par contre, dans une optimisation, ce système-là, il est sobre, parce qu'on pourrait se dire, on va prendre la consommation en temps réel, et puis en fonction de tout ça, on va ajuster, est-ce qu'on stocke, est-ce qu'on envoie, parce qu'on fait essentiellement de l'autoconsommation dans ce projet, et donc est-ce qu'on envoie sur le réseau ou est-ce qu'on stocke? Et ce système, en fait, plutôt que de mesurer en temps réel, ce qui est très gourmand en ressources, va enregistrer les données et faire une projection. Donc c'est un système qui finalement est complexe, mais qui est sobre. Je voulais savoir, sur des projets comme ça, Kevin, sur des gros projets, on voit bien que les villes sont de plus en plus, les régions, les organismes sont de plus en plus attirés par cette gestion pilotée numérique. Vous, votre regard, est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous pouvez les aider à se poser les bonnes questions pour ajuster au mieux les besoins? Comme on l'a dit, mettre de la sobriété, recycler, pourquoi pas, réutiliser des batteries. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter pour accompagner un projet pour qu'il soit, même numérique, le plus sobre et low-tech possible? C'est une bonne question. Je pense qu'avant tout, il faut revenir à chaque fois à la première base de la démarche low-tech, c'est-à-dire questionner l'utilité de... si on ajoute des sources de production d'énergie, par exemple, essayer de savoir qu'est-ce que ça vient alimenter. Est-ce que ça vient alimenter des besoins de base pour des gens? Est-ce que ça vient alimenter des besoins superflus? Auquel cas, ça se questionne. Donc venir à chaque fois questionner ça, discuter avec les gens aussi. Dimensionner au mieux par rapport à l'utilité de la consommation. Tout à fait. Vous pouvez continuer. J'imagine aussi il y a cette dimension d'associer les citoyens, les usagers justement de tous ces services. Ça fait partie aussi d'une démarche low-tech. Oui, exactement. Je pense que, en tout cas, pour avoir pour nous des impacts long terme cohérents, c'est indispensable d'associer les utilisateurs, les utilisatrices, parce que c'est ces personnes-là qui sont les plus à même d'exprimer leurs besoins. Et donc de savoir ce que ces personnes-là en pensent, comment elles sont incluses aussi dans l'utilisation, la maintenance, pourquoi pas la réparation de ces systèmes, et de dépendre
tout autant sur ces gens-là que sur des outils technologiques pour faire remonter des pannes ou des évolutions, etc. Histoire de conserver quand même une certaine forme d'autonomisation localement pour le public. Merci bien. Alors de votre côté, Charlotte Picard, donc sur la ville de Rosny-sous-Bois, vous avez construit 7 bâtiments scolaires en 10 ans et vous allez nous expliquer comment vous êtes peut-être passé d'un système extrêmement connecté avec des gestions techniques élaborées à une approche peut-être un peu plus low-tech, justement. Et pourquoi déjà vous avez construit autant de bâtiments? C'était une démographie qui a explosé. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. On est effectivement dans la 2e couronne parisienne, une ville d'à peu près 47 000 habitants, donc on va changer un petit peu d'échelle aussi. Et il se trouve qu'il y a eu une proposition de mon directeur à l'époque de créer une direction de la recherche, de la stratégie et de l'innovation territoriale, avec pour objectif d'avoir un regard critique, un regard fondé sur les études scientifiques pour essayer d'anticiper. On essaye de ne pas travailler dans l'urgence, mais pour anticiper les bouleversements qu'on pressentait déjà en 2010, qu'on pressentait depuis un certain temps. La démographie surtout des bouleversements plus larges de changement climatique, de tout ce qui peut se passer en termes d'énergie, de ressources, de pollution, et de se poser la question de l'action publique et que en tant que service public, notre mission principale, ça va être conserver le bien commun. On pourrait se dire que notre bien commun principal, finalement, c'est la planète. Et donc, chaque action de la commune doit aller dans le sens de la préservation de notre environnement global et voire l'aider dans sa régénération. Donc ça, c'était l'objectif de notre direction quand elle a été créée. Donc sous l'impulsion des services techniques, ce n'était pas une demande municipale ou de la direction générale, mais qui a été bien accueillie à l'époque. On a 3 missions. Une mission de recherche, donc de rassembler des éléments théoriques, d'expérimentation à l'échelle 1, donc de mettre en pratique nos recherches dans les actions municipales, et de transmission, de transmettre tout ce qu'on fait, puisque en tant que service public, on n'a rien à vendre, tout est open source, et ça c'est important. Les écoles, en fait, c'est une compétence municipale obligatoire qui nous a rattrapés assez vite, parce que comme vous l'avez dit, on est assez proche de Paris, on est assez bien déjà connecté en transport, et avec l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro qui est déjà en fonction et d'une deuxième qui va arriver dans les années à venir, il y a forcément un bouleversement, on va dire, de l'urbanisme de la ville, plus d'habitants, donc plus d'enfants, et la nécessité d'ouvrir des écoles. Comme on avait déjà en interne certaines compétences, notamment en tant qu'architecte, la proposition a été faite à l'équipe municipale d'interner complètement la maîtrise d'œuvre et de concevoir les écoles en direct dans la mairie, dans un objectif de gain de temps déjà, parce que le timing était serré pour ouvrir ces nouvelles écoles, et aussi évidemment avec dans l'idée d'une réduction des coûts pour la collectivité, et de pouvoir de cette manière aussi sortir finalement la construction, l'acte de construire d'un système marchand, et de pouvoir y insuffler de la recherche et de l'innovation en ayant cette cellule de maîtrise d'œuvre en interne. Ça, c'est assez original, une cellule en interne. Oui. À la demande des élus, du coup? Non, c'est ça. Voilà, c'est une proposition des services techniques. Ouais, c'est ça. C'est une proposition des services techniques. Oui. Bon, qui passe d'un mandat à l'autre, pour le coup. Qui passe d'un mandat à l'autre, tout à fait. Il n'est pas remis en question, en tout cas. Non, parce que finalement, on va assurer un service, comme je vous l'ai dit, d'ouvrir ces écoles dans les temps et dans les budgets qu'on annonce. Donc, on a réinternalisé un certain nombre de compétences. Bureau d'études, donc on a des ingénieurs structures, des ingénieurs fluides en interne, un économiste, une ingénieure forestière. L'équipe se module aussi en fur et à mesure selon les projets et selon les thématiques recherche et innovation qu'on veut mettre en place. Et pour illustrer un petit peu donc, ces fameuses écoles, l'idée, c'est comment on construit sans détruire. C'est un peu une mission impossible, puisque tous les jours, j'arrive, j'allume mon ordinateur, je dépense de l'énergie, des ressources qui ne reviendront jamais. Mais néanmoins, on va regarder dans les matériaux, dans les systèmes mis en place, qu'est-ce qu'on peut faire de différemment. Et c'est là où la recherche trouve sa place. Par exemple, d'imaginer l'utilisation massive de matériaux biosourcés, tout en se posant beaucoup de questions sur la filière. Il ne s'agit pas de construire en bois pour faire un bâtiment vertueux, si c'est un bois qui a fait le tour du monde, dans lequel on a mis de la colle, issu de l'industrie pétrochimique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de construire en bois ? Sur l'isolation, par exemple,
on s'est dit on va quand même regarder les ressources les plus locales. En Île-de-France, on a quand même une partie du territoire agricole et aussi avec des forêts de feuillus. Donc on a dit on va que construire en feuillus et l'isolation, on va prendre de la paille, puisque la paille, on en a en Île-de-France. Sans déstabiliser aussi, c'est pareil, parce que la paille, elle est utilisée par les agriculteurs pour amender les sols. Donc il faut aussi avoir toute cette vision globale à chaque fois qu'on décide. Et donc notre équipe se rend régulièrement, selon les projets, à la rencontre des agriculteurs pour pouvoir sourcer son isolant et à la rencontre aussi des scieries, il y en a de moins en moins, des exploitants forestiers pour comprendre comment la ressource bois est gérée localement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cette équipe en interne, on peut aller au-delà, par exemple, des techniques courantes de construction et, par exemple, faire un bâtiment. Jusqu'où Alors, pour donner quelques exemples, parce que je pourrais parler pendant des heures, mais le temps est compté. Par exemple, on fait des bâtiments qui comprennent de la paille structurelle. Donc, en plus d'être isolante, on peut remplacer le bois par de la paille. Alors ça ne s'adapte pas forcément à tout type de programme et toute taille de bâtiment, mais dans notre cas, pour certaines écoles maternelles et centres de loisirs, ça s'est trouvé tout à fait adapté. Et donc là, on va chercher par exemple des appels à projets de recherche de l'ADEME pour nous aider à structurer cette démarche et obtenir aussi par la même occasion des financements. Et donc, nous avons construit un bâtiment en paille porteuse, en R+1, un ERP de 4e catégorie. Ça fait avancer les recherches dans le domaine de la construction. Sur le sujet. Voilà. Et vous partagez, vous êtes généreux quand vous faites des découvertes comme ça? Alors, on est tout à fait généreux, c'est ce que j'ai dit au début. En tant que service public, on n'a rien à vendre. On est là justement dans l'échange et le partage de nos expérimentations. On est en contact avec le réseau français de la construction paille, on est en contact avec tous finalement les interlocuteurs possibles sur ces sujets. En région parisienne, l'association Ecopolis qui promeut l'éco-construction. J'ai parlé de l'ADEME qui est quand même un partenaire important. Sur les systèmes, on a aussi réfléchi à la ventilation. Et c'est là où je vais refaire le lien avec Smart City, low-tech, technologie. Il y a un mythe fondateur, je dis un mythe parce que je ne l'ai pas vécu personnellement, ça ne fait que 10 ans que je suis à Rosny-sous-Bois, où un bâtiment de la ville s'est trouvé sans ventilation pendant plus de 6 mois, parce que panne, défaillance d'un des systèmes, une carte informatique on finit par trouver qui est grillée, il faut la remplacer, mais elle n'existe plus, il faut la commander. Voilà. Donc est-ce qu'on peut accepter cette situation d'être finalement esclave de nos technologies ? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de boîtes noires. On est confronté à ça sur les gestions techniques des bâtiments. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont mis en place. Parfois, on choisit nous-mêmes, parce que la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, on travaille tous ensemble dans la ville. Sans forcément imaginer que ça puisse se tourner comme ça. Donc là c'est un bon exemple pour se dire, est-ce qu'il y a une alternative où on n'est pas dépendant, c'est ça? Exactement. Et on s'est dit donc il faut absolument que la ville puisse reprendre la main sur ces installations techniques. Parfois, c'est simplement, c'est même souvent aussi des problèmes humains et de personnes clés dans l'organisation qui ne sont plus là, qui s'en vont, qui ne sont pas remplacées. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça ne devrait pas être si compliqué de maintenir dans le temps l'entretien de nos bâtiments. Donc, nous avons décidé de creuser, et notamment avec cette ventilation naturelle, qu'on a aussi travaillé grâce à une subvention de l'ADEME. Donc, je fais beaucoup de pub à l'ADEME ce matin. J'espère avoir d'autres subventions. Et d'avoir un système de ventilation qui va travailler sur la qualité de l'air plutôt que de la quantité d'air qui est renouvelée, mais sans moteur. L'idée, c'est que si j'ai une panne électrique, ma ventilation, elle continue dans le bâtiment. Donc ça, c'est un bâtiment qui est construit qui est conçu pour avoir une ventilation naturelle, ce qui n'est pas le cas des bâtiments anciens. Donc là, ça fonctionne si on a la conception. Oui, alors il se trouve qu'on a commencé avec des bâtiments neufs, mais qu'évidemment, une des grandes questions qui se pose à toutes les municipalités, c'est le patrimoine ancien. Et nous avons aussi sur la ville un certain nombre d'écoles qui ont été construites dans les années 60, des bonnes passoires thermiques, que nous avons commencé aussi à rénover en appliquant finalement les mêmes principes. Donc nous, on va être très influencé évidemment par l'architecture vernaculaire, ce qui s'est construit dans d'autres pays sous d'autres climats, notamment pour la ventilation. C'est beaucoup inspiré des tours à vent iraniennes. On fait de la conception bioclimatique. Et finalement, ça fait écho à ce que Kevin nous dira aussi sur la gestion du chaud dans les habitations. Exactement. On est allé s'inspirer partout pour justement anticiper.
et ne pas se retrouver dans l'urgence à devoir trouver des solutions bancales. Et donc, pardon, j'ai perdu mon fil. Ben voilà, j'en profite pour poser une question de Christophe dans le public, qui nous dit, et la mise en concurrence dans tout ça par rapport au marché public, quand on internalise un service comme le vôtre, dans la maîtrise d'ouvrage interne, comment est-ce que vous faites ce qui est très intéressant, c'est qu'on oublie peut-être rapidement que finalement les collectivités, si elles ont les compétences en interne et qu'elles n'ont pas besoin d'acheter une prestation à l'extérieur, le code de la commande publique ne s'applique pas. En fait, voilà. On applique cette mise en concurrence quand on achète une prestation à l'extérieur. Donc finalement, tout ce qui peut être internalisé se fait de fait. Et si je voulais pousser à l'extrême ce raisonnement, si j'avais suffisamment d'ouvriers dans la ville, je pourrais construire mes bâtiments sans passer de marché de travaux. Voilà, donc là, pour le marché des travaux, là, pour le coup, vous faites... vous passez, oui, bien sûr, on est dans le cadre de la concurrence. Sur toute la conception, en tout cas, vous le faites en interne. On fait une pause là, Charlotte. Il y a déjà beaucoup d'informations. Peut-être justement en écho, Kevin, de votre côté, des exemples très concrets de low-tech dans ce que l'on vit actuellement. Comment est-ce que... Alors, je sais qu'on a l'énergie en France décarbonée, notamment l'électricité. On peut faire marcher les clims pour que ce soit décarboné. C'est un gros sujet. Non. Mais pour autant, on peut aussi avoir d'autres solutions plus low-tech. Tout à fait. Faire du froid en low-tech, c'est pas le plus évident. Enfin, globalement, enlever de la chaleur, c'est pas évident. Mais en fait, finalement, c'est ça. Plutôt que de produire du froid, la démarche low-tech, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on enlève du chaud. Et pour ça, on est en train d'expérimenter au sein d'un projet qui s'appelle Vert, un territoire low-tech en métropole grenobloise, qu'on porte depuis un peu plus d'1 an, où on accompagne 10 organisations de la métropole, dont la ville de Grenoble qui se pose des questions très similaires à celles de Rony, et le CHU de Grenoble qui a tout un parc de bâtiments de très vieux à très très récents. Et sur les anciens bâtiments, évidemment, CHU, donc grosse contrainte budgétaire, et Grenoble, donc grosse vague de chaleur potentiellement. On est en train en fait de réfléchir à comment réussir à améliorer le confort thermique de manière passive et à lutter contre l'inconfort d'été. Et pour ça, les 3 stratégies principales, elles sont connues, elles sont simples. C'est limiter les apports solaires, évacuer la chaleur accumulée, et ensuite, en dernier lieu, améliorer le confort perçu, donc soit avec de la ventilation, de la climatisation. Et nous, avec le CHU, on se concentre vraiment sur la deuxième brique, à savoir évacuer la chaleur accumulée. Et ça se passe de la manière la plus simple et la plus low-tech possible, c'est la ventilation nocturne en particulier. Sauf qu'à Grenoble, il y a aussi parfois des problèmes de moustiques. Donc en fait, la conclusion de tout ça, c'est la climatisation low-tech, c'est les moustiquaires. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est des ateliers qui nous sont très souvent demandés à la fois par des bailleurs sociaux, des maisons de quartier, et avec l'hôpital, on diffuse aussi c'est ça, on construit des moustiquaires, on les installe, et chez les particuliers c'est assez simple, mais chez des organisations professionnelles comme le CHU, il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'une fois qu'on a des moustiquaires, quelles fenêtres on ouvre, qui les ouvre, quand est-ce qu'on les ferme, comment on fait quand il pleut, comment on fait à cause des risques d'intrusion. Donc c'est surtout ce processus-là surtout qu'on réfléchit. Et notamment, typiquement comme ça a été réfléchi à Rony, même sur les bâtiments anciens, en fait, en s'inspirant des principes physiques de déplacement de l'air, on peut, en sélectionnant les bonnes fenêtres dans un bâtiment, réussir à créer des courants d'air et de la ventilation nocturne. Et ça permet de gagner 2, 3, 4 degrés parfois, tout dépend des inversions de température qu'il peut y avoir entre le jour et la nuit. Mais voilà, c'est notre manière de lutter contre l'inconfort d'été, et les ventilos, les clims viennent seulement après ça. Et parce qu'il y a des cas où, malgré ça, elles sont nécessaires pour avoir un confort suffisant. Mais il faut d'abord réussir à traiter les sujets les plus passifs, les plus robustes et les plus simples possibles. Vous écoutez les émissions de radio en ce moment dans cette vague de chaleur, on ne parle évidemment que de ça. Ça vous fait sourire, ou vous dites non, quand même, on revient à quelques fondamentaux sur sûrement cette gestion des vagues de chaleur? Oui et non, c'est à chaque fois les mêmes périodes de l'année, évidemment, on entend parler. Le traitement médiatique est très discutable, mais ce sera un sujet qui sera débattu pendant ces assises, donc c'est très bien.
Et en fait, on est une espèce qui oublions très vite les difficultés dans lesquelles on est au fur et à mesure des saisons. Là, on a très chaud. Bientôt, ce sera de nouveau l'isolation des logements l'hiver et autres problèmes. Donc, on traite en boucle de manière assez court terme ces différents problèmes. Une moustiquaire connectée, peut-être, pour demain. Pourquoi pas. Alors, parlons d'une vague de froid. Alors, Kevin, soyons fous. Oui, parce que justement, là, on a le chaud, mais bientôt, surtout à Grenoble, il peut faire aussi très froid et pas qu'à Grenoble. Donc là, sur cette approche du froid, puisqu'on parle d'énergie, qu'est-ce que le low-tech peut nous apporter ? Justement, comme je dis qu'on anticipe, j'ai pas le droit de pas en parler. On travaille aussi justement sur l'inconfort hivernal. La manière dont nous, on a choisi de traiter le sujet au Low-Tech Lab Grenoble, c'est de se concentrer sur le chauffage au bois, qui est un des principaux contributeurs à la mauvaise qualité de l'air, mais qui en fait très souvent n'est pas dû ni spécifiquement au fait que ce soit du bois, ni à des appareils. C'est dû en partie à l'âge des appareils, mais c'est très souvent dû au mésusage de ces appareils, mauvaise qualité du bois, mauvaise gestion de la combustion, etc. Et donc on a choisi de travailler avec la métropole qui organise des sessions de travail sur les bonnes pratiques et qui donne des aides pour renouveler les appareils, où nous on fait des ateliers d'éducation populaire sur c'est quoi le feu de bois, comment ça fonctionne, c'est quoi les bonnes pratiques et comment est-ce qu'on se chauffe efficacement à la fois pour le portefeuille et pour la qualité de l'air, sans défendre le bois comme une ressource de chauffage pour l'intégralité du territoire, ce qui est pas du tout cohérent. Mais en tout cas, les personnes qui l'utilisent, qui sont dans un contexte cohérent pour l'utiliser, essayer de l'utiliser bien et pour limiter le CO2, mais surtout les particules fines. Donc on peut mettre une couche, une fois qu'on a eu ces approches low-tech avec le utile en priorité, la couche du numérique, elle peut venir en plus. Qu'est-ce qu'elle peut apporter justement pour faire le pont avec Philippe à côté ? Tout à fait. Là, justement, dans le cadre de travail avec la métropole, on utilise parfois des capteurs justement pour montrer aux gens concrètement, et ça rentre dans les démarches d'éducation populaire, c'est quoi la différence entre un feu qui est mal géré et un feu qui est bien géré, les différences d'émissions et derrière, c'est quoi les impacts pour la santé. C'est les petites particules 2,5, là, c'est ça, les PM, ouais, c'est ça, les PM10, que l'on a d'ailleurs. Quand on voit sur les téléphones, là, dans l'application météo, que certains peut-être ont, quand tout est rouge et qu'on clique dessus, on voit les particules. Et dès que j'ai un coup de froid à Vannes, par exemple, là, il y a les 2,5 qui montent en flèche et je me dis, waouh, là, les poêles sont pas performants, on va voir les cheminées ouvertes. Tout à fait. Oui, c'est typiquement ces particules-là qui sont assez néfastes. Exactement. C'est maintenant en France, ça reste la majorité, je crois à peu près 2/3 des particules qui sont liées au feu de bois. Le reste, c'est les plaquettes de frein des voitures, enfin toutes les émissions non énergétiques liées au transport et aussi le brûlage de câbles qui reste une part aussi importante de ces émissions. Donc là, le numérique peut favoriser aussi la compréhension de la situation et peut-être agir en fonction. Merci beaucoup. Alors de votre côté Enedis, comment alors déjà peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit, comment vous travaillez aussi dans ces approches-là. Vous souhaitiez réagir aussi Oui, parce que effectivement, low-tech pour comprendre ce qu'on fait, on a quand même besoin d'outils, ça c'est sûr, pour pouvoir piloter, comprendre, faire des retours d'expérience. Mais nous, on questionne beaucoup les outils, leur transparence, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, comment on se l'approprie. Et par exemple, sur la gestion technique du bâtiment, on est en train de fabriquer une petite GTB low-tech avec un pilotage complètement ouvert. Voilà. Donc il faut complètement questionner les outils qu'on met en place tout le temps. Et notamment le lien avec les données d'Enedis, j'imagine vous avez travaillé aussi, puisque c'est quand même la source. Je n'ai aucun lien, moi, malheureusement. C'est le moment, c'est le moment. Formidable. Alors que pouvez-vous apporter à ces différentes démarches Alors plein de choses. Et le sujet, il est passionnant. Je peux citer plein d'exemples. Je pense sur la question des données qu'on peut mettre à disposition. Voilà, nous, notre rôle, c'est de fournir une information utile, fiable et neutre aux collectivités locales pour qu'elles puissent décider des actions à mettre en œuvre. Quelques exemples. On a compris l'enjeu qu'il y a à mieux comprendre son territoire.
Et c'est vrai que pendant assez longtemps, les politiques énergétiques locales, elles s'appuyaient plutôt sur des estimations, des moyennes. Et aujourd'hui, avec les données dont on dispose et les capacités de traitement qu'on a, on peut complètement changer le prisme et observer les consommations de manière beaucoup plus fine, comprendre leurs évolutions, leur dynamique. Et par exemple, on a mis à disposition un outil qui s'appelle Bilan de mon territoire, avec lequel une collectivité peut suivre ses profils de consommation, se comparer à d'autres territoires pour voir s'il y a des choses aberrantes ou pas, et puis suivre l'efficacité de ces actions dans le temps. Ça rejoint ce que disait Charlotte. Et donc l'idée, c'est de passer d'une logique d'estimation à une logique de pilotage, en fait. Il y a un autre apport concret pour les collectivités locales, c'est grâce à ces données de mieux cibler les politiques publiques. Avec les données dont on dispose aujourd'hui, on peut identifier les zones les plus énergivores, donc repérer les bâtiments avec une consommation alarmante, pour essayer de cibler, de prioriser l'action et les données, les aides publiques. Très différente de la moyenne, et donc d'alerter sur ces bâtiments-là. On peut aussi évaluer la thermosensibilité de ces bâtiments. Donc là aussi, ça permet de repérer les bâtiments qui seraient à rénover en priorité. Et puis on peut même repérer les situations de précarité énergétique en suivant les interventions qui ont lieu pour coupure ou réduction de puissance. Et donc ça permet d'orienter, de permettre à la collectivité de cibler ces politiques de manière beaucoup plus efficace. Et donc pour ça, on met à disposition de tous les acteurs du secteur de nombreux jeux de données en open data ou en open service sur notre site internet, sur l'Observatoire français de la transition énergétique. Donc on a des données de consommation par secteur d'activité, par zone, plein de données aussi sur la production ENR, sur la mobilité. Et donc tout ça pour que la donnée puisse devenir un outil de décision. Et puis juste, à Enedis, on est dans un moment un tout petit peu particulier parce qu'on vient de lancer notre nouveau projet d'entreprise, le projet industriel et humain 2030. Et dans ce projet, il y a qui est très simple. Il y a un axe dans lequel on vise notamment le renforcement de notre appui à l'aménagement des territoires sur le volet électricité. Et donc, comment on accompagne les collectivités locales dans leur planification, comment on accompagne les grands clients, les industriels, là aussi dans leurs grands projets, et puis aussi comment donner de la visibilité sur les capacités du réseau. Et donc tout ça, évidemment, ça demande des données. Je pourrais citer aussi d'autres choses, si vous me le permettez. Allez, d'accord. Alors, je ne résiste pas quand même au plaisir de citer des apports, cette fois sur le réseau et la qualité de service. Par exemple, avec toutes les données dont on dispose aujourd'hui, on a beaucoup d'historiques maintenant. Quand on croise toutes ces données avec les données réseau, on commence à être capable de mieux identifier des situations potentiellement à risque non ou des coupures normales qui pourraient arriver sur le réseau. Et donc de développer une maintenance plus prédictive qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a commencé à développer un outil qu'on appelle Cartoline et qui permet justement, à partir de l'analyse de toutes ces données, de se dire attention, il est fort probable que dans tant de temps, on ait un incident sur telle zone. Et vous l'anticipez. Et donc ça, c'était le fameux critère B, si je me souviens bien. Ça existe encore, ça. Ça permet d'améliorer le temps de coupure qui va diminuer grâce à ça. Est-ce qu'il y a de l'IA là-dedans, du coup ? Dans cet outil, oui, il y a de l'IA. Il y a une couche d'intelligence artificielle. Et puis je l'ai cité tout à l'heure, évidemment, toutes ces données, elles nous permettent aussi d'améliorer la prévision de charge sur le réseau, la consommation, la production. Et tout ça, c'est des données qui sont clés pour trouver, comme on disait tout à l'heure, l'optimum en termes de développement réseau. Et puis quand on mouline tout ça avec plein d'autres données sur la topologie du territoire, les zones boisées et autres, d'avoir un ciblage beaucoup plus fin et chirurgical des travaux à mener sur le réseau.
Voilà, je pourrais Et ça, tout parler ça, de plein de choses. donc ça, c'est effectivement au service du réseau. Est-ce que comment vous travaillez avec les acteurs, les collectivités, justement pour améliorer encore la gestion des données, l'utilisation des données? C'est en open source, vos données? C'est en open data. C'est en open data et tout ça est accessible aux collectivités locales. Elles ont des espaces dédiés sur lesquels elles peuvent se connecter, se plugger en plus de la partie open data. Elles ont toute notre filière territoriale à leur disposition pour interagir, pour avoir des conseils sur la mise en œuvre, pour bien comprendre ces choses-là. Donc oui, le dialogue avec les collectivités locales, il est vraiment très fort. Et donc, on pourra le faire à Rosny-sous-Bois. J'ai une question pour vous à Rosny-sous-Bois. Est-ce que vous partageriez vos compétences, est-ce que vous mutualisez vos compétences internalisées avec d'autres communes? Vous êtes déjà trop occupé avec ce que vous avez à faire. C'est une grande part de mon travail, entre guillemets, c'est de partager effectivement et de répondre aux sollicitations, de faire des visites, de faire du retour d'expérience sur ce qu'on a construit, sur ce qu'on voit dans les écoles, la façon dont elles fonctionnent. Oui, on est complètement là pour partager. Je voudrais rebondir juste sur une chose, sur effectivement tous ces outils qui sont à la disposition des collectivités, mais moi j'ai l'impression qu'on se noie un peu justement. On a Opérate, ça parlera à certains d'entre vous. En région parisienne, la métropole a mis à disposition Adviseo, et ce sont partout des outils où on va retrouver de la donnée, mais en fait on croule un peu sous les données, et derrière ça il y a souvent une personne qui n'a pas le temps de tout regarder. Donc moi, j'ai envie de dire, il faut quand même aller vers plus de simplicité et pas multiplier le nombre de personnes qui font le même travail. Donc de la sobriété aussi dans cette approche. Vous souhaitiez ajouter un point ? Oui, c'était par rapport aux données, en fait, et puis par rapport à la réplication de l'expérience. Le projet Response, c'est vraiment son essence de faire des tests sur des solutions, de les mettre en œuvre et puis ensuite de les partager. Le projet, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 53 villes qui en font partie et il n'y en a que deux en Europe. Oui. Il n'y en a que deux, donc une en Finlande, Turku et Dijon, qui font l'expérimentation. Et le but, c'est pouvoir dupliquer et partager. C'est vraiment le principe même de ce projet. Merci pour cette précision. D'autres questions, puis ensuite je passerai rapidement le micro dans la salle. Comment se matérialise concrètement une GTB low-tech comparativement à une GTB classique? Et puis aussi, comment vous évaluez la thermosensibilité d'un bâtiment? C'est pour moi tout ça. Ah oui, je crois, oui. Pour l'instant, ce sont des capteurs avec des câbles et une petite Raspberry dans un de nos bureaux. Donc là, on fait les premières... Un petit quoi ? Raspberry, pardon. C'est un tout petit microprocesseur. Ah, pardon. C'est comme un ordinateur miniature, mais où tout est open source. Donc on peut le configurer comme on le souhaite et on sait comment il est configuré. Parce que souvent, les GTB installés dans nos bâtiments, il y a toujours un endroit où on ne peut pas aller et c'est le fabricant ou l'installateur qui ont les clés pour nous dire comment ça fonctionne. Et c'est très frustrant en fait de ne pas savoir comment quelque chose fonctionne. Et la thermosensibilité de nos bâtiments, alors est-ce que je comprends bien? Par exemple, hier, on a fait un relevé de température dans les bâtiments pour avoir une idée de comment ça vit en ce moment sous la canicule. Et les températures ont été relevées entre 25 et 32 degrés. Et vous allez me dire, 32, ça commence à être beaucoup. Et en fait, c'est toujours souvent, en tout cas, ce facteur humain. Par rapport à 40, du coup. Oui, voilà, après, il faut remettre en perspective. Mais nous, on était un peu déçus. Et en fait, sur place, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fenêtres ouvertes, de portes ouvertes, parce que c'est encore, quand on a chaud, on a envie d'ouvrir comme si ça allait ventiler davantage. Donc finalement, il y a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. Il y a plus de travail culturellement, on va dire, que techniquement, où finalement, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a plein de solutions possibles. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Merci beaucoup. Alors, on va passer le micro dans la salle, Mathilde. Et effectivement, je vais vous présenter notre grand témoin du jour qui est avec nous dans la salle, Dominique Bourg. Il est là. Donc, peut-être si vous avez envie de réagir dès maintenant, en tout cas, en fin de matinée, nous vous accueillerons sur scène, juste pour vous êtes philosophe, spécialiste des questions environnementales et énergétiques. Et je vous présenterai plus longuement tout à l'heure, mais sentez-vous libre si vous avez envie d'intervenir dès maintenant. En tout cas, merci d'avance pour votre écoute, votre regard éclairé. Alors, qui souhaite intervenir, poser une question, partager une expérience
qui associerait, pourquoi pas, low-tech et smart city. Oui. Alors, si vous voulez bien vous présenter avant de poser la question. Bonjour, merci. Je suis Sophie Labrousse, directrice de l'Agence locale de l'énergie et du climat Ouest-Essonne. Merci beaucoup pour ces témoignages. Je voulais juste témoigner sur le fait que, justement, pour rendre, on va dire, utilisables les données énergétiques, et Dieu sait si elles sont importantes, je souscris tout à fait à ce que vous dites, madame, sur l'abondance d'outils et donc l'incapacité, en fait, beaucoup pour les élus et les territoires de s'en l'approprier quand on n'a pas forcément des ingénieurs en interne. Souvent, les agences locales de l'énergie et du climat sont des outils humains très très appropriés pour faire en sorte que les collectivités, surtout quand elles sont petites, qu'elles n'ont pas d'ingénierie en interne ou peu, s'approprient ces outils et les utilisent au profit d'une mise en œuvre opérationnelle de leur transition énergétique. À ce titre, par exemple, nous, on a des partenariats avec Enedis, GRDF, pour justement rendre utile, parce que certes, Enedis propose des outils, je pense à l'EMS par exemple, mais en fait, dans la réalité, s'ils n'ont pas d'aide pour effectivement juste répondre, si les élus n'ont pas d'aide pour répondre de façon très claire, mais pourquoi on l'utilise et comment on va l'utiliser de façon la plus pragmatique possible, ça ne se transforme pas. Voilà. Et donc, c'était aussi un message pour dire que probablement que les ALEC, qui sont des outils humains de l'ingénierie publique territorialisée, sont un outil très, très, très opérationnel au service de la low-tech et de la smart city. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous souhaitez réagir, rebondir ou... Ouais. Ah ben, vous n'avez plus de micro du coup. Prenez celui-ci. Oui, je comprends bien ce point. Et c'est pour ça que à Enedis, on a mis en place une filière territoriale pour aider tous les élus sur ces questions qui sont compliquées. Et moi, ça me fait penser que finalement, on a presque la même difficulté en interne. Et c'est un point super important. Je crois que c'est vous qui parliez de... Il faut que les citoyens s'approprient les solutions, ils soient capables de les maîtriser. Et ça, c'est une chose extrêmement importante aussi. Et pour nous, quand on développe des nouvelles technologies, des nouveaux outils, il faut vraiment que nos collaborateurs qui auront à les utiliser sur le terrain s'approprient. Et on a vraiment un travail d'accompagnement, de conduite du changement très fort à mener avec eux pour que ce soit utilisé à terme. Finalement, si ce n'est pas utilisé, on aura complètement échoué. Donc cette question de prise en compte de l'humain dans la boucle technologique, elle est super importante et à tous les niveaux. Moi, je me suis occupé de Smart Grid pendant quelques années et c'est vrai qu'on a eu quelques solutions qui étaient potentiellement très bien, mais finalement, mises dans la main des techniciens, ils n'en ont pas voulu. On parle beaucoup aussi des bâtiments énergie positive. Si les habitants n'ont pas les réflexes comme de fermer les fenêtres le jour, par exemple, ou d'aérer pendant 15 minutes l'hiver, ce genre de choses, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc un bâtiment sans éducation ou sans information... Exactement. Et ce qu'on essaye de faire, enfin ce qu'on fait maintenant de manière systématique dans tous nos projets, c'est d'associer nos collaborateurs qui auront à utiliser ces outils dès la conception du truc, pour éviter une conception peut-être un peu trop, qui pourrait être trop technophile, mais voilà, avoir le bon sens du terrain pour être sûr que ce sera bien utilisé. Et puis assurer aussi l'information quand les équipes changent. C'est ce qui se passe aussi dans le temps. Les équipes évoluent et la formation se perd. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur les outils. C'est vrai qu'on peut créer l'outil le plus sophistiqué qui soit. S'il n'est pas accepté par les utilisateurs, il ne sert à rien. Et donc, effectivement, vous faites allusion aux méthodes agiles, c'est-à-dire que quand on veut concevoir quelque chose, c'est bien, dès le départ, de s'intéresser aux utilisateurs de manière à ce qu'avoir leur retour et pouvoir faire quelque chose qui leur soit utile et qu'ils puissent maîtriser. C'est dans ce sens-là qu'à Ondijan, on a développé la brique d'hypervision, où vraiment elle a évolué au fur et à mesure, à la fois des retours des citoyens et à la fois des acteurs du projet qui travaillaient sur ce système. Merci. Oui, le climatisateur mobile, effectivement, c'est pas très efficace avec la fenêtre ouverte ou le chaud qui rentre, donc on évite. Merci Camille pour cette info. Je vais peut-être continuer, on a le temps encore d'une question. Est-ce que...
Oui, Bonjour. alors, j'en vois une là. Ah, vous, le micro est déjà en main. Ah, pardon. On aura 2 questions, du coup. Allez-y. Bonjour. Du coup, Gauthier Brasseur, alternant à GRDF. Et j'avais une question pour Enedis, c'est par rapport à ce projet industriel 2030. Concrètement, avec cet accompagnement des collectivités à la planification, qu'est-ce que ça change par rapport à ce qui est fait aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez proposer tout en restant dans les prérogatives d'Enedis et le fait que c'est les collectivités qui restent le chef de file? J'ai pas entendu la fin de la question, mais si vous l'avez compris, c'est le principal. Le son est assez mauvais là, Oui, sur, c'est la, ça, sur, dans sur la- la scène, dans- mais je... Mathilde, tu as compris la question tu l'as entendue ou moi c'était un peu limite. Donc c'est pas vous, hein, Mais, c'est Pas de souci. Allez-y. Du coup, oui, ma question c'était par rapport à ce projet industriel 2030. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qui est fait aujourd'hui pour accompagner les collectivités à la planification et comment faire en sorte de ne pas outrepasser les compétences des collectivités qui restent chefs de file? Oui, bien sûr. Enfin, oui, les collectivités elles restent totalement décisionnaires et, sur ces questions-là. Nous, on est là juste pour accompagner, proposer, mettre à disposition des données, des outils. C'est l'ambition de ce nouveau projet. Maintenant, il faut qu'on design les choses, qu'on mette les actions en place, etc. Le travail, on est en train de on l'aborde. Donc, j'ai pas la réponse définitive aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est un des axes forts de ce projet d'entreprise, en se disant il y a vraiment un travail d'accompagnement sur ces questions d'aménagement des territoires, et on en a la preuve ce matin. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur cette question-là. Et d'ailleurs, on a un autre axe de ce projet qui est rendre l'expérience utilisateur plus fluide. Donc ça rejoint aussi cette question de comment on arrive à fournir des services, des données à forte valeur ajoutée, mais entre guillemets en masquant la complexité aux utilisateurs potentiels ou en les accompagnant, quoi. Alors, vous êtes d'accord? Vous vouliez réagir? Non? Ok. Alors, une question et on va terminer avec votre question. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Donc, je suis Adrien Rouchette. Il se trouve que je suis chef de projet Response à Dijon Métropole, mais je ne vais pas poser une question là-dessus. Je vais Du justement coup, vous poser une allez nous question apporter sur le reste. Non, je ne vais pas parler de Response. non plus. Si vous voulez parler de Response, vous venez nous voir à la maquette ou vous demandez à Monsieur Saron-Pillot. Je voulais justement poser une question plutôt pour Madame Picard et pour Monsieur Losle. L'idée, c'est qu'on parlait de l'excès de données. Pour moi, maintenant, on expérimente beaucoup. Donc maintenant, c'est l'excès de rétex. C'est-à-dire que du coup, comment on gère ça? Moi, je suis à la recherche de rétex sur ce que l'on fait d'intelligent en France et ailleurs. Et je voulais savoir sous quelle forme je pouvais trouver les retours d'expérience qui nous permettent ensuite de convaincre et de répliquer sur les différents territoires en France et en Europe à partir de ce qui a été fait dans le contexte de Grenoble et de Rosny-sous-Bois. Et la réponse peut être on n'a rien écrit, il faut nous appeler au téléphone. Ça peut être ça la réponse. Ça peut être un rendez-vous. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup formalisé de retour d'expérience et nous, on travaille vraiment sur le territoire, donc je ne suis pas sûre que les solutions, les expérimentations qu'on a faites soient réplicables partout. Il faut toujours se reposer la question des ressources locales, de l'intelligence locale, de ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire l'économie d'un diagnostic territorial. Exactement, il faut vraiment regarder ce qu'on a autour de soi. Néanmoins, par exemple, quand on a des subventions de l'ADEME, on produit des rapports qui sont transmettables, donc il y a du retour d'expérience sur les thèmes dont j'ai parlé précédemment. Et l'association Ecopolis, avec qui on suit la démarche bâtiment durable francilien, stocke beaucoup d'informations sur nos bâtiments et même un retour d'expérience un peu plus global sur le fonctionnement de notre direction. Donc ça se trouve en ligne. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à produire des choses, il y a quand même beaucoup de choses que vous allez pouvoir trouver un peu partout. Et à la fin, vous pouvez toujours me poser des questions. C'est ça, vous pouvez toujours vous appeler pour en savoir plus. De votre côté, est-ce que vous avez des publications pour partager les expériences, des formations peut-être? Oui, alors sur le projet en particulier vers un territoire low-tech en métropole grenobloise, toutes les fiches expérimentation et tout le rapport du projet sera disponible d'ici la fin de l'année normalement. Enfin, on va livrer tout ça vers le mois de novembre ou décembre. Après, on est dans un cadre un peu différent où là, sur l'exemple dont je parlais sur la ventilation nocturne au CHU, on utilise les capteurs de manière très précise sur une phase expérimentale. On va essayer de valider notre processus physique en faisant quelques nuits tests dans différents contextes. Une fois que le processus est validé, il n'y a pas trop de raison que la physique change.
Donc on enlève les capteurs et on garde juste les mesures qu'on a faites pendant ces quelques temps, et ensuite peut-être on va tester sur un autre bâtiment, donc on les déplace. Mais on conçoit nos expérimentations de sorte qu'on ne soit pas non plus surchargé de données dès le départ, quoi. Et tous les CHU en surchauffe de France vous regardent ou vous avez l'ambition après de partager cette expérience plus largement, parce qu'il y a un vrai sujet quand même. Oui, bien sûr. Et cette expérimentation, elle vient, c'est une expérimentation cousine d'une expérimentation qui a déjà eu lieu sur le territoire de Concarneau, où là, il y a aussi un CHU qui a participé à Quimper, et ils ont étudié les questions de la mobilité douce au sein du CHU pour tous les transports de tout ce qui se transporte dans un CHU. Et ça a inspiré d'autres CHU proches dans la région qui ont aussi voulu faire de même. Donc c'est pareil, tout est documenté en open source et pourra servir, j'espère, à d'autres. Il y a un réseau Low-Tech Lab en France. A priori, chacun, à côté de son territoire ou dans son territoire même, a un Low-Tech. Pas loin, oui. On est un réseau de plus de 40 associations maintenant sur le territoire francophone. Qui sont à différents stades de maturité, etc. Mais il commence à y en avoir beaucoup, et c'est très accessible et très facile d'en monter un s'il n'y en a pas près de chez vous. Donc oui, c'est un réseau qui devient très dense. Eh bien, merci pour ces partages d'expérience. Merci à vous pour vos questions. Et bravo, je pense qu'on peut vous applaudir. C'est pas facile de synthétiser, de ne pas opposer dans ces débats. Et on se retrouve dans une demi-heure pour parler géopolitique de l'énergie dans cette même salle, ou peut-être que vous avez d'autres ateliers et visites prévues. En tout cas, très bonne journée à vous tous.